Chapitre 3. Ce fut la vieille dame qui entra la première dans la maison pour montrer le chemin à Poirot. Elle franchit une porte à gauche, traversa un élégant petit salon et passa dans la grande pièce de réception pleine d'invités, qui parlaient tous à la fois. « George, annonça Mrs. Folliot, voici Mr. Poirot, qui a la bonté de venir nous prêter son concours. Sir George Stubbs. » Celui-ci, qui avait le verbe haut, se retourna. C'était un homme robuste, de taille élevée, au visage assez coloré, orné d'une barbe bizarre qui lui donnait l'aspect d'un acteur au rôle encore mal défini. On se demandait s'il voulait jouer celui d'un gentilhomme campagnard ou représenter un diamant brut australien. En tout cas, malgré l'opinion de Michael Weyman, il n'avait pas l'air d'un marin. Ses façons et sa voix étaient joviales, mais ses petits yeux bleus, d'un bleu très brillant, reflétaient la sagacité. Il accueillit fort aimablement Poirot. « Nous sommes enchantés que votre amie, Mrs. Oliver, ait pu vous persuader d'accepter de venir. Elle a eu une idée géniale, et votre présence constituera une grosse attraction. » Il regarda autour de lui et appela « Hattie !» Puis il répéta d'un ton plus sec « Hattie !» Lady Stubbs était à moitié allongée dans un grand fauteuil, à quelque distance des autres personnes, et paraissait n'accorder aucune attention à ce qui se passait autour d'elle. Elle souriait à une de ses mains posées sur le bras de son siège, et la tournait de gauche à droite, afin que la grosse émeraude d'une de ses bagues captât la lumière. Elle leva les yeux d'un air un peu effrayé, et dit « Comment vous portez-vous, monsieur ?» Poirot se pencha sur la main de la jeune femme, et Sir George continua des présentations. « Mrs. Masterton. » Celle-ci était immense, et Poirot trouva qu'elle ressemblait à un limier. Elle avait une forte mâchoire pendante, et de grands yeux tristes, injectés de sang. Elle s'inclina et reprit le fil de son discours d'une voix sonore, qui rappelait l'aboiement d'un chien. « Il faut mettre fin à cette stupide querelle au sujet de la tente où l'on servira les rafraîchissements, déclara-t-elle avec énergie. Vous comprenez, Jim. Ces femmes doivent entendre raison. Nous ne pouvons pas risquer de tout voir rater à cause de cette lamentable rivalité de clochers. Certainement, répondit celui auquel elle s'adressait, et que Sir George présenta à Poirot. Capitaine Warburton. Vêtu d'un complet de sport en tweed, à grands carreaux, le capitaine Warburton avait l'aspect d'un homme de cheval. Il exhiba 2 rangées de larges dents blanches pour sourire aux nouveaux venus, et reprit sa conversation avec Miss Masterton. « Ne vous inquiétez pas, j'arrangerai cela et leur parlerai à la manière d'un brave oncle. Que décidez-vous pour la tente de la voyante? La dressera-t-on devant le magnolia ou à l'extrémité de la pelouse, près des rhododendrons ?» Sir George continua les présentations. Mr. et Mrs. Legg. Un jeune homme, très grand, dont le visage pelait fortement par suite de coups de soleil, sourit aimablement. Sa femme, une jolie rousse, inclina gracieusement la tête et entama une discussion avec Mrs. Masterton. Sa voix claire contrastait avec les notes graves de son interlocutrice. Pas près du magnolia. Il faut disséminer les attractions. Mais s'il y a une queue, il fera bien plus frais, car si le soleil donne sur la maison, le jeu de noix de coco ne peut être installé très près de la maison, car les gamins sont brutaux quand ils visent. Voici Miss Brewis, qui nous dirige tous, déclara Sir George. Elle était assise derrière un grand service à thé en argent. C'était une femme d'environ 40 ans, à l'air énergique, à l'allure vive et aimable. « Comment vous portez-vous, monsieur ?» dit-elle. « J'espère que votre voyage n'a pas été désagréable. Les trains sont tellement pleins à cette époque de l'année. Permettez-moi de vous donner une tasse de thé. Lait? Sucre? Très peu de lait, mademoiselle, et 4 morceaux de sucre. » Tandis que Miss Brewis le servait, Poirot ajouta « Je vois que vous êtes tous fort occupés. »« Je crois bien. Il y a toujours des détails de la dernière heure à régler.
et les fournisseurs vous laissent tomber sans prévenir de nos jours, notamment pour les tentes, les marquises, les chaises et l'aménagement du buffet. Il faut les harceler sans cesse et j'ai dû téléphoner toute la matinée. Avez-vous pensé au pater, Amanda? Et aux marques supplémentaires pour le golf? Tout est arrangé, Sir George. Mr. Benson, du club de golf, a été tout à fait complaisant. Elle rendit sa tasse à Poirot et reprit. Voulez-vous un sandwich? Ceux-ci sont à la tomate et ceux-là au pâté. Mais peut-être, ajouta-t-elle en se rappelant les 4 morceaux de sucre, préférez-vous un gâteau à la crème? Poirot fut de cet avis et prit un chou très baveux. Puis, l'installant avec précaution sur sa soucoupe, il alla s'asseoir à côté de Lady Stubbs. Elle jouait toujours à faire miroiter sa bague, et leva les yeux d'un air puéril. « C'est joli, n'est-ce pas ?» Poirot l'avait regardée de près. Elle était coiffée d'une grande capeline exotique, violette, qui se reflétait sur son teint pâle. Son maquillage lui donnait l'air d'une Indo-chinoise. Ses joues étaient trop mates, ses lèvres trop rouges, ses cils et ses sourcils trop noirs. Ses cheveux noirs et lisses paraissaient aussi enserrés qu'une calotte de velours. Ce n'était pas une fille d'Albion, mais une créole, assez peu en harmonie avec ce salon britannique. Poirot était surtout frappé par son regard enfantin, presque vide. Il lui répondit comme il l'eût fait en s'adressant à une petite fille. « Cette bague est ravissante. » Elle parut enchantée et murmura d'un ton de confidence. « George me l'a donnée hier. Il me fait beaucoup de cadeaux. Il est gentil. » Poirot regarda de nouveau le bijou et la main aux ongles fort longs, un vernis presque brun. Une citation lui vint à l'esprit. Il ne travaille ni ne file. Car il était évident que Lady Stubbs ne se livrait à aucun labeur. Pourtant, il ne songeait pas à la comparer aux Lys des champs. Elle était bien trop artificielle. « Cette pièce est superbe, madame, » déclara-t-il en regardant autour de lui. « Sans doute, » répondit-elle d'un air absent. Son attention était surtout centrée sur l'émeraude, dont elle regardait les jeux de lumière. Elle ajouta tout bas. « La voyez-vous ? Elle cligne de l'œil. » Puis elle éclata d'un rire brusque et nerveux qui stupéfia son interlocuteur. Sir George, qui était de l'autre côté du salon, dit vivement « Hattie !» Son intonation était bienveillante, mais contenait une sorte de mise en garde, et sa femme cessa aussitôt de rire. Poirot déclara comme s'il s'agissait d'une conversation banale. « Le Devonshire est un très joli comté, ne trouvez-vous pas ?»« Oui, dans la journée, quand il ne pleut pas, » répondit tristement la jeune femme. « Mais il n'y a pas de club de nuit. »« En effet. Vous les aimez ?»« Oh oui, dit-elle avec conviction. »« Pourquoi vous plaisent-ils autant ?»« Il y a de la musique, on danse, je mets de jolies robes, mes bagues, mes bracelets. Toutes les jeunes femmes ont de belles toilettes et des bijoux, mais pas aussi beaux que les miens. » Elle sourit d'un air d'intense fierté, et Poirot éprouva une certaine pitié pour elle. Il posa une nouvelle question. « Tout cela vous amuse beaucoup ?»« Oui, j'aime bien les casinos aussi. Pourquoi il n'y en a-t-il pas en Angleterre ?»« Je me le suis souvent demandé, mais je crois qu'il serait incompatible avec le caractère anglo-saxon. » Lady Stubbs le regarda sans comprendre, puis se pencha un peu vers lui et lui murmura « J'ai gagné 60 000 francs un jour à Monte-Carlo. J'avais misé sur le numéro 37 et il est sorti. »« Ce devait être passionnant, madame. »« Ah oui. Georges me donne de l'argent pour jouer, mais je le perds d'habitude. » Elle paraissait navrée. « C'est malheureux. »« Oh, cela n'a pas grande importance. Il est très riche. C'est agréable d'être riche, n'est-ce pas ? » ?»« Très agréable, affirma Poirot. « Peut-être que si je n'étais pas riche, je ressemblerais à Amanda. » Son regard se posa sur Miss Brewis,
et elle ajouta « Ne trouvez-vous pas qu'elle est très laide ?» La dite Amanda leva la tête au même instant et la tourna vers les deux interlocuteurs. Lady Stubbs n'avait pas parlé très haut, mais Poirot se demanda si Miss Brewis n'avait rien entendu. Ses yeux croisèrent ceux du capitaine Warburton, où il lut une ironie malicieuse, et il se hâta de changer de sujet. « Avez-vous été très occupé pour préparer la kermesse ?» Hattie secoua négativement la tête. « Oh non, je trouve tout cela très fatigant et stupide. Nous avons des domestiques, des jardiniers. Pourquoi ne pas les en charger ?»« Ma chère enfant, » déclara Miss Folliot, qui venait de s'asseoir sur un proche canapé, « vous avez été élevée avec ce genre d'idées dans les domaines de votre île natale. Mais actuellement, en Angleterre, l'existence n'est plus la même. »« Je le regrette, » dit-elle en soupirant. « De nos jours, il faut à peu près tout faire soi-même. » La jeune femme haussa les épaules. « C'est ridicule. À quoi bon être riche s'il faut se servir ?» Mrs. Folliot la regarda en souriant. « Quelques personnes trouvent que c'est amusant. Moi, par exemple. Pas tout, évidemment, mais j'aime jardiner et préparer une fête comme celle qui se déroulera demain. Est-ce qu'elle ressemblera à une réunion mondaine ?» interrogea Hattie avec intérêt. « Exactement, mais avec des masses d'invités. Comme à Ascot, où on porte de grands chapeaux et où chacun est chic. Pas tout à fait comme vos courses. Vous devriez essayer de goûter à la vie à la campagne, Hattie. Et vous auriez dû nous aider ce matin, au lieu de rester couché et de ne vous lever qu'à l'heure du thé. »« J'avais de la migraine, » répliqua Lady Stubbs d'un air boudeur. Puis, son humeur se modifia. Elle sourit affectueusement à la vieille dame et reprit. « Je serai sage demain, et je ferai tout ce que vous voudrez. Voilà qui est gentil. J'ai une robe neuve qu'on m'a livrée ce matin. Venez avec moi là-haut pour la voir. » Mrs. Folliot hésita. Lady Stubbs se leva et insista. « Il faut venir, elle est ravissante. Montons tout de suite. »« Si vous voulez, » répondit la vieille dame en riant. Lorsqu'elle suivit Hattie hors du salon, sa petite taille formait un contraste avec la haute silhouette de la jeune femme. Poirot, qui les suivait des yeux, fut frappé soudain de l'expression de lassitude qu'avait pris le visage de Mrs. Folliot. On eût juré qu'elle venait d'arracher le masque conventionnel qu'elle portait et laissait voir un chagrin caché. Poirot pensa que cette femme ne devait pas vouloir susciter la pitié. Le capitaine Warburton s'assit sur le siège que Lady Stubbs venait de quitter. Lui aussi regarda sortir les deux femmes, mais ce ne fut pas la plus âgée qui lui parla. Ricanant un peu, il déclara « Superbe créature, n'est-ce pas ?» Tandis que Sir George franchissait une fenêtre, en compagnie de Mrs. Masterton et de Mrs. Oliver, Warburton reprit. « Elle a complètement envoûté Stubbs. Rien n'est trop beau pour elle, et il la couvre de fourrures précieuses, sans compter des bijoux. Je ne suis jamais arrivé à deviner s'il se rend compte qu'elle n'est pas d'une intelligence lumineuse. Il estime sans doute que ça n'a aucune importance. Tous ces types de la finance ne cherchent guère une communion intellectuelle. »« De quel pays vient-elle » interrogea Poirot avec curiosité. « J'estime qu'elle a l'air d'une Sud-Américaine. Toutefois, je crois qu'elle vient des Indes orientales, une des îles où l'on cultive le sucre, et appartient à une vieille famille créole. Mais elle n'est pas métissée. Les gens se marient beaucoup entre eux dans ces îles, ce qui explique sa déficience mentale. » Mrs. Legg s'approcha et s'écria. « Il faut que vous preniez mon parti, Jim. Il est indispensable que l'on érige la tente à l'endroit que nous avons désigné, c'est-à-dire au fond de la pelouse, devant les rhododendrons. C'est la seule place indiquée. » Tel n'est pas l'avis de Mrs. Masterton. Il vous appartient de l'en persuader. Warburton jeta un sourire ironique à la jeune femme. « Mrs. Masterton est ma patronne. Votre patron n'est autre que Wilfrid Masterton, c'est lui qui siège au Parlement. » « Possible, mais c'est elle qui devrait y être,
car elle porte la culotte dans le ménage. Nul ne le sait mieux que moi. Sir George rentrait dans la pièce. « Ah, vous êtes là, Peggy, dit-il. Nous avons besoin de vous. Je ne comprends pas qu'on puisse se disputer pour savoir qui doit beurrer les tartines, qui doit mettre un gâteau aux enchères, et pas davantage. Pourquoi le comptoir d'un légume a été substitué à celui des tricots? Où est Amy Folliat? Elle sait discuter avec toutes ces femmes, mieux que personne. Elle est montée avec Hattie. Vraiment. Sir George regarda autour de lui d'un air découragé. Miss Brewis, qui remplissait des fiches, se leva d'un bond en disant « Je vais la chercher, Sir George. »« Merci, Amanda. » Miss Brewis quitta le salon, et le maître de séance reprit. « Il faut que nous nous procurions davantage de clôtures en fil de fer. »« Pour la kermesse ? » ?»« Non. Pour remplacer celle qui nous sépare des bois de Hood Down Park. L'ancienne ne tient plus, et c'est là qu'il passe. »« Qui cela ? » ?»« Les indésirables. » Peggy Legge s'écria gaiement. « Vous me faites penser à Betsy Trotwood, qui combattait des ânes. »« Qui est Betsy Trotwood ?» interrogea ingénument Stubbs. « Un personnage de Dickens. »« Ah, de Dickens. J'ai lu les souvenirs de Mr. Pickwick autrefois. Ce n'est pas mal du tout. J'en ai été surpris. Mais sérieusement, depuis qu'on a installé cette ridicule auberge de jeunesse, ces gens sont effroyables. Ils sortent de partout vêtus des plus invraisemblables chemises. J'en ai rencontré un ce matin qui en portait une couverte de tortues et d'autres bêtes. J'ai cru que j'avais trop bu et perdu la tête. La plupart d'entre eux ne savent pas l'anglais et baragouinent. Il les imita. « Oh, s'il vous plaît, me dire pour aller back ?» Je leur crie que ce n'est pas par là, je les renvoie d'où ils viennent. Mais la plupart du temps, ils ouvrent des yeux ronds et les filles ricanent. Il y a des gens de tous les pays, des Italiens, des Yougoslaves, des Hollandais, voire même des Finnois, peut-être bien des Esquimaux. Et la plupart communistes, conclut-il d'un air sombre. « Allons, George, dit Mrs. Legge. Ne commencez pas à parler politique. Je vais aller vous aider à morigéner ces femmes enragées. » Tout en entraînant Stubbs vers la porte, elle ajouta par-dessus son épaule. « Venez aussi, Jim. Vous faire lapider pour une juste cause. »« D'accord, mais je veux mettre Mr. Poirot à la page pour la chasse à l'assassin, puisqu'il doit distribuer des récompenses. »« Vous le ferez plus tard. »« Je vous attendrai ici, » proposa aimablement le criminologiste. Quand il se retrouva seul avec Alec Legge, ce dernier se dressa hors de son fauteuil et soupira. « Ah, les femmes. Elles ressemblent à un essaim d'abeilles. Et dans quel but? Pour une stupide fête, qui n'intéresse personne. » « Voyons, fit observer Poirot. Il y a pourtant ceux auxquels elle est utile. Pourquoi l'humanité n'a-t-elle aucun bon sens? Pourquoi ne réfléchit-elle pas? Pensez au gâchis universel. Les gens ne comprennent-ils pas que tous les habitants du globe sont occupés à se suicider? Poirot estima que son interlocuteur n'attendait aucune réponse et se contenta de hocher la tête d'un air dubitatif. Si nous ne pouvons rien tenter avant qu'il soit trop tard. Legge s'interrompit et parut furieux. « Oh, reprit-il, je sais ce que vous pensez. Comme tout le monde, comme ces maudits médecins. Je suis nerveux, neurasthénique. On m'a conseillé le repos, le changement d'air, l'air de la mer. Alors ma femme et moi sommes venus ici, avons loué le cottage du moulin pour 3 mois, et j'ai obéi à l'ordonnance médicale. J'ai pêché, je me suis baigné, fait de longues promenades, pris de longs repos de soleil. J'ai remarqué que vous aviez même dû recevoir des coups de soleil, répondit Poirot poliment. Oh, dit Alec, passant les doigts sur son visage enflammé. Voilà le résultat d'un bel été. Mais à quoi cela sert-il? On ne peut éviter de regarder la vérité en se sauvant. La fuite est toujours inutile, en effet. De plus, une atmosphère campagnarde comme celle-ci fait mieux comprendre la situation. Et l'incroyable apathie des habitants. Ma femme elle-même, qui est pourtant intelligente,
ne diffère pas des autres. Pourquoi s'inquiéter? Dit-elle. Cela m'exaspère. Pourquoi s'inquiéter? Permettez-moi de vous demander pour quelles raisons vous vous tourmentez. Juste ciel, vous aussi? Non, ce n'est pas un conseil que je cherche à vous donner. Je voudrais simplement savoir à quoi vous tendez. Ne comprenez-vous pas que quelqu'un doit agir? Ce quelqu'un est en vous-même. Oh non! En des temps aussi troublés, il ne faut pas penser à soi. Je ne vois pas pourquoi, même en ces temps troublés, comme vous dites, la personnalité subsiste. Il ne devrait pas en être ainsi. Dans des moments d'angoisse, lorsqu'il s'agit de vie ou de mort, nul ne doit penser à ses insignifiantes préoccupations personnelles. Je vous assure que vous avez tort. Au cours de la dernière guerre, pendant un violent bombardement, j'étais beaucoup moins hanté par la crainte de la mort que par la souffrance lancinante que me faisait éprouver un corps aux pieds. J'en étais étonné, mais également énervé à la pensée qu'il me fallait avoir mal alors que la mort me guettait. C'était justement pour cela que chaque détail de mon existence prenait de l'importance. J'ai vu, une fois, une femme renversée par une voiture et ayant la jambe fracturée, qui s'est mise à pleurer parce que son bas était déchiré. Ce qui vous prouve combien les femmes sont bêtes. Non, cela vous montre comment réagit la race humaine. Et c'est peut-être cette absorption du moi qui lui a permis de survivre. Le jeune homme fit entendre un rire méprisant. Je pense parfois que c'est un grand dommage. Pourtant, insista Poirot, c'est là une faute d'humilité. Or l'humilité est un sentiment précieux. Je me souviens d'un slogan tracé sur les parois de votre chemin de fer souterrain pendant la guerre. Tout dépend de vous. Je crois qu'un prédicateur éminent en était l'auteur. Mais, à mon sens, c'était dangereux car c'était faux. Tout ne dépend pas de Madame X de Fouilly-les-Oies, car si elle en vient à le croire, sa mentalité ne s'améliorera pas. Pendant qu'elle réfléchira au rôle qu'elle peut jouer dans la destinée des hommes, son bébé renversera la bouilloire et mourra ébouillanté. Il me semble que vos idées sont plutôt démodées. Quel slogan aurait votre approbation? Il est inutile que j'en fabrique un, car il existe une maxime déjà ancienne qui me convient parfaitement. Ayez confiance en Dieu et tenez votre poudre sèche. Tiens, s'écria Legge, qui parut amusé. Voilà qui est inattendu dans votre bouche. Savez-vous ce que j'aimerais voir faire dans ce pays? Quelque chose de violent et de désagréable, je suppose, riposta Poirot, en souriant. Mais Alec ne se dérida pas. Je voudrais faire disparaître tous les faibles d'esprit, ne pas leur permettre de procréer. Songez aux résultats qu'on obtiendrait si, pendant une génération, seuls les gens intelligents avaient des enfants. Il est probable que les asiles d'aliénés regorgeraient de clients, répondit Poirot d'un ton sec. Une plante doit comprendre aussi bien des racines que des fleurs. Même si celles-ci sont grandes et belles, elles disparaîtront une fois les racines détruites. Il l'ajouta d'un ton d'une conversation banale. Considéreriez-vous Lady Stubbs comme destinée à la chambre d'asphyxie? Sans aucun doute. Quelle est l'utilité d'une femme semblable? Quel service a-t-elle jamais rendu à la société? A-t-elle jamais pensé à autre chose qu'à ses robes, ses fourrures ou ses bijoux? Je vous le répète, à quoi sert-elle? Vous et moi, répondit Poirot doucement, sommes certainement bien plus intelligents que Lady Stubbs. Mais, il hocha mélancoliquement la tête, je crains que nous ne soyons pas, de loin, aussi décoratifs qu'elle. Décoratif, dit Alec avec un ricanement féroce. Mais il fut interrompu par le retour de Mrs. Oliver et de Warburton qui entraient par la porte-fenêtre.